En terminale, j'étais connu comme le gars des bonbons. J'allais chez Costco, j'achetais pour 300 $ de bonbons et les revendais 500 $ le lendemain. C'est pourquoi j'envisageais de me lancer dans les affaires. Un solide argument scientifique et évolutif suggère que notre tendance naturelle est de nous focaliser davantage sur l'avenir. Il a passé 6 mois dans le silence, méditant 14 heures par jour, sans téléphone ni livre, seul avec son esprit. Cory Muscara, l'un des enseignants de pleine conscience les plus recherchés au monde, n'a pas débuté ainsi. À quoi la vie devrait-elle ressembler comparée à ce que vivent probablement 99,99% des personnes qui écoutent ceci en ce moment? Pour la plupart des gens, cela commence vraiment par ralentir suffisamment pour pouvoir se connecter à l'être qui fait tout ce qui est fait. Plus tu fais, plus il y a de connaissances et de clarté sur ce qu'il faut faire à un moment donné, et il y a en fait comme un rythme qui peut guider ta vie. Du moine Bierman au coach en mindset pour entreprise, Fortune 500, Cory Muscara aide les gens à maîtriser l'art de la concentration, de la clarté et de la conscience de soi. Enseignant à Columbia, auteur à succès, il pratique ce qu'il enseigne, ce qui pourrait changer des vies. Je pense que pour beaucoup de gens, ils ont appris à se méfier d'eux-mêmes. Le futur n'existe pas dans le futur, le passé n'existe pas dans le passé, tout cela surgit dans le moment présent. Cory, je suis ravi de ta présence. Je veux juste établir une base et te demander qu'est-ce que la pleine conscience signifie pour toi? Ça peut sembler un peu banal comme réponse, mais à bien des égards, je considère la pleine conscience comme un acte d'amour. C'est une histoire d'amour avec ta propre vie. Tellement d'entre nous, pour des raisons évidentes, nous sommes très facilement entraînés en pilote automatique, parfois pris dans des choses que nous aimons faire, mais très souvent simplement pris dans la routine de la vie et l'invitation à la pleine conscience. Et quand on commence à faire ce travail, c'est vraiment comme reprendre possession de sa vie et voir qu'à chaque instant, c'est là, c'est ça, ce moment est le bon, et si je le rate, il est parti, et c'est pas grave parce qu'il y a celui-ci juste maintenant auquel je peux m'éveiller. Mais qu'est-ce que ça veut dire de ne pas se laisser piéger? Dans ce piège de penser qu'une fois que tout sera en place, alors je pourrais commencer à apprécier ma vie, alors je pourrais me détendre, alors je serais heureux. La croyance qu'il existe un moment futur qui mérite plus notre présence est la raison pour laquelle nous passons à côté de notre vie, et la pleine conscience est une invitation à reconnaître que tout ce que nous avons, c'est le moment présent. J'ai l'impression intuitivement que c'est un phénomène moderne, un problème moderne où nous vivons constamment dans le futur ou même dans le passé à nous inquiéter ou à avoir de l'anxiété sur ce qui va arriver ou ce qui s'est passé, et je pense qu'on passe probablement le moins de temps dans le présent. Je ne sais pas si c'est une supposition correcte, tu peux me le dire. Est-ce que tu as l'impression que le stress de ce qui va arriver est une invention moderne? Ou est-ce que les humains sont, d'une certaine manière, génétiquement ou historiquement programmés pour toujours s'inquiéter de ce qui va arriver? Chaque fois que nous tentons de nous concentrer sur le présent, nous luttons en réalité contre notre propre nature. Eh bien, il y a un argument scientifique très solide, un argument évolutionniste, qui dit que notre orientation naturelle est de nous concentrer davantage sur l'avenir. Le psychologue, le docteur Martin Seligman, a écrit un livre intitulé Homo Prospectus, dans lequel il avance l'argument qu'au fond de nous, nous sommes des êtres tournés vers l'avenir. Notre capacité unique est d'imaginer un avenir qui n'est pas encore arrivé, puis de nous organiser des ressources pour aider à concrétiser cet avenir. Aucun autre animal, selon nos connaissances qui ont peut-être évolué récemment, les animaux n'ont pas la même capacité que nous à imaginer un avenir qui n'existe pas encore, et ensuite à le créer. Donc, je dirais qu'au fond de nous, c'est plus une capacité que simplement d'être présent. Ouais, nous pouvons aussi discuter du fait qu'ils ne sont pas forcément contradictoires. Parce que le futur n'existe pas dans le futur et le passé n'existe pas dans le passé. Ils existent simplement
Il surgit sur nous dans le moment présent. Beaucoup de gens ont du mal avec la méditation et la pleine conscience car ils pensent ne pas avoir le droit d'avoir des pensées sur le futur ou le passé. Et ensuite, ils finissent par se juger eux-mêmes pour avoir ces pensées. Puis, ils se jugent et se disent « Je suis nul en méditation, pourquoi avoir essayé ?» L'essentiel est de faire de la place pour tout ça. Mais quelqu'un engagé comme moi dans ce travail doit penser au futur constamment. Avec un enfant, il faut planifier son avenir, économiser de l'argent et gérer mon entreprise d'enseignement. Donc, je planifie des choses. La question pour moi, c'est toujours, est-ce que la pensée sur le futur m'entraîne vers le futur? Cela provient-il d'un sentiment de peur, d'anxiété ou d'un besoin de sécurité et de contrôle? Ou est-ce que ça vient d'un endroit en moi qui est plus libre et ouvert? Et je fais souvent attention aux décisions que je prends, surtout celles qui concernent les grandes choses de ma vie. Je ne veux vraiment pas qu'elles aient la résonance d'être simplement une décision. Je veux presque qu'elles aient la résonance d'une réception, comme si je me détendais simplement en moi-même, dans l'endroit le plus profond et le plus vaste en moi, puis que je voyais ce qui émerge de cet endroit quand je n'agis pas par peur, anxiété ou inquiétude de savoir si je vais aller bien. Et beaucoup de gens pensent que si je fais ça, si je médite simplement et que je lâche tout ce qui est lié au futur et au passé, je vais juste me dissoudre dans une flaque de néant et je n'accomplirai rien du tout. Ce n'est pas vrai. Oui, il y a de l'énergie qui te traverse. Et même l'état le plus éveillé, le plus éclairé, tu vois, ça doit s'exprimer à travers ton corps et à travers ton esprit. Ça s'exprime simplement différemment de l'énergie de qu'est-ce que je dois faire pour obtenir la sécurité, les éloges, l'amour et la connexion. Et donc, l'exploration de ce que cela signifie de construire une vie à partir de la présence et même, tu sais, à partir de la résonance, de la plénitude et du bonheur, plutôt qu'à partir du vide, de la douleur et du désespoir. C'est vraiment l'exploration de comment je peux me reposer dans cet espace intérieur le plus vaste et conscient, puis écouter ce qui veut émerger et ensuite utiliser mes propres ressources, ma capacité humaine et mon pouvoir d'agir pour aider à faire advenir cela. C'est donc une façon d'allier ce travail de présence et de pleine conscience avec notre capacité à créer une vie belle. Mais nous voulons créer cette vie sur la base de la partie de nous qui est déjà entière, plutôt que sur celle qui se sent vide. Et si nous faisons cela, c'est là que l'on trouve des personnes qui créent des entreprises pour essayer d'obtenir un sentiment de valeur et de reconnaissance parce qu'elles ont une blessure. Leur père ne les aimait pas ou leur mère ne les aimait que si elles travaillaient très dur. Ils ne font que répéter constamment ce schéma. Et ensuite, tu construis tout un empire sur une base de souffrance et non pas à partir de ta véritable nature ou d'un endroit en toi qui t'apporte vraiment de la joie. Ça ne fait que t'aider à te protéger pour ne pas avoir à ressentir le déclencheur de cet inconfort et de ce sentiment de ne pas être assez bien. Donc, oui. Eh bien, la première réponse à la question initiale serait non, je pense que notre état réel est d'être tourné vers l'avenir. Sommes-nous plus? Avons-nous plus de prise pour nous laisser piéger par cette pensée tournée vers l'avenir de manière négative aujourd'hui? Oui, le psychologue Alberto Vallolo dit que nous subissons plus de stimulation en une semaine que nos ancêtres n'en ont connu durant toute leur vie. C'est facile à imaginer, même dans le contexte de ce que je regarde actuellement. J'ai un écran et une lampe annulaire avec des villes en arrière-plan. La plupart des éléments autour de moi sont artificiels. Contrairement à être dans la forêt où tu dois faire face à un seul lion toutes les 2 semaines. C'est comme si ça venait constamment vers toi et il y a tellement de choses auxquelles l'esprit peut s'accrocher, devenir accro et dépendant. Et je pense que cela crée beaucoup de bruit, ce qui rend difficile de discerner quelles sont les pensées qui concernent réellement l'avenir, qui viennent d'un endroit de présence, d'enracinement et de mon intégrité inhérente, et lesquelles viennent simplement de mon esprit, qui s'accroche à des choses dont il a peur ou qu'il désire dans mon environnement. Et je construis ma vie à partir de là. Ma question est, quand on regarde vers l'avenir et qu'on dit nous sommes ambitieux et nous voulons créer une entreprise, nous voulons être entrepreneurs, nous voulons, je ne sais pas, penser à toutes ces choses qui enthousiasment les gens. Ils veulent être en meilleure forme, ils veulent être dans une super relation, ils veulent obtenir une promotion au travail.
Y a-t-il un moyen de savoir si ces choses sont motivées par la peur ou par le vrai bonheur et l'enthousiasme? Parce que pour moi, ce serait le... Et peut-être qu'il faut faire le travail, peut-être qu'il faut regarder à l'intérieur de soi, être plus attentif et méditer pour vraiment savoir. Mais je pense que les gens qui sont déjà convaincus par la méditation, et je dis ça parce que certaines personnes ne le font pas, pour être très franc, certaines personnes ne le font pas. Y a-t-il un signe qu'ils devraient rechercher? Quand ils réfléchissent à la façon dont ils fonctionnent au cours de leur journée, cela devrait être un signe « et je ne fais pas ça ». Je fais ça suite à une blessure, une douleur ou quelque chose que je ne comprends pas totalement, sans traumatisme. Et c'est un excellent signal pour moi de peut-être regarder à l'intérieur, d'être, vous savez, un peu plus seul avec mes pensées. Est-ce qu'il y a quelque chose que les gens peuvent exploiter pour les aider à comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font et si c'est de manière positive ou négative, si cela a du sens? Oui, je vais vous donner quelques éléments. La première seule chose, c'est que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce que je ressens quand je pense à ne pas faire cela? Si c'est une motivation qui vient d'une blessure, vous remarquerez probablement beaucoup de peur surgir dans votre système, et elle sera forte, anxieuse et bourdonnante. Elle aura presque la résonance de la survie en elle, comme « non, tu dois faire ça ». C'est généralement ce qu'on pourrait appeler une partie protectrice de vous, qui a développé une croyance, une émotionnalité et un comportement autour de qui vous devez être et de ce que vous devez faire pour satisfaire certains besoins. Et donc, lorsque vous confrontez cette partie avec la question « Et si on ne faisait tout simplement pas ça ?» elle va généralement se manifester de façon bruyante et vous convaincre pourquoi vous devez le faire, et elle a des moyens très astucieux pour y parvenir. Mais ce que vous voulez observer, c'est est-ce que ça amène beaucoup de bruit? Est-ce que ça essaye vraiment de me convaincre? Est-ce que ça me ferait très peur si je ne le faisais pas? C'est en général un signe révélateur pour savoir que cela vient de quelque chose qui protège beaucoup de douleur. Une autre chose que vous pouvez commencer à faire, juste pour avoir une idée de la résonance des choses et des motivations qui viennent de l'endroit en moi, qui est ancré, heureux, excité, inspiré, par opposition à l'endroit en moi qui est effrayé et dans le contrôle, craintif, c'est simplement de repérer tout au long de la journée les moments où vous vous sentez le plus ancré, le plus présent, le plus connecté et le plus aimé. C'est peut-être une promenade dans la nature ou un moment passé avec votre partenaire. Peut-être que ce sont ces rares moments, comme lorsque vous êtes seul dans les toilettes au travail, à l'abri des sollicitations, et vous êtes juste là, vous n'avez pas la peur dans votre système qui s'active, qui vous saisit constamment et vous dit quoi faire. Quand le calme revient, observez comment mon système réagit. Quelles sont mes pensées, mes désirs, vers quoi mon énergie est-elle attirée? Et puis, tout au long de la journée, repérez quels sont les moments où je suis le plus stressé, où je ressens le plus de peur. Dans ces moments-là, vers quoi mon système s'oriente-t-il? Que pense-t-il et ressent-il? Quels comportements ont tendance à apparaître comme un schéma? Et vous commencerez généralement à voir qu'il y a une différence à ce niveau-là. Dans mon état le plus détendu, je ressens simplement plus de possibilités. Je suis attiré par l'idée de lancer cette entreprise. Dans mon état plus craintif, j'ai l'impression que non, je dois vraiment juste rester dans ce travail ou comme si tes schémas de contrôle prenaient vraiment le dessus. Et ça semble très convaincant et persuasif dans les premières étapes de la compréhension de tout ça. Tu essaies juste de ressentir qu'il y a une différence parce que la plupart du temps, quand on vit en pilote automatique, tout ça ressemble juste à du bruit. Une pensée est une pensée, point final. Elle ne provient ni de la sagesse ni de la peur. Ce n'est que du bruit dans le système, un mélange d'émotions variées, tantôt joyeuses, tantôt non. Et c'est pareil pour les sensations dans notre corps. Donc, c'est une façon de commencer à déconstruire la catégorie du genre. Ah oui, quand mon système est détendu, quand je me sens bien, voilà ce qui veut émerger. Et quand j'aide les gens à essayer de comprendre cela, ou ce que cela signifie de construire une vie qui n'est pas seulement une extension de votre entièreté, mais qui vous permet aussi de vivre dans un espace qui renforce le fait d'être dans cet état.
Alors, selon toi, à quoi devrait ressembler la vie comparée à ce que vivent probablement 99,99% des personnes qui écoutent ceci en ce moment? Je pense que pour la plupart des gens, cela commence vraiment par ralentir suffisamment pour pouvoir se connecter à l'être qui fait tout ce qui est fait, ce qui peut sembler un peu banal, mais la plupart des gens n'ont même pas ralenti assez pour réaliser qu'il y a quelqu'un et un espace derrière toutes les actions et même derrière la prise de décision. Et la plupart d'entre nous rejoignent des schémas anciens qui ont été motivés par des choses qui se sont passées dans notre famille ou que nous avons vues dans les médias, des choses que nous avons dû faire pour survivre ou pour obtenir de l'amour, de la connexion au sein de notre famille ou des idées auxquelles nous nous sommes accrochés à l'adolescence ou à l'université sur ce qui nous apporterait le succès et le bonheur. Et donc, l'une des premières choses à faire avec ça, c'est simplement de se demander d'où vient cette voix. La voix qui me dit, par exemple, que je veux créer une entreprise. Donc, c'est comme, d'accord, mais est-ce que c'est vraiment la tienne? Ou peut-être as-tu regardé une vidéo de Gary Vee, t'es emballé en voyant son argent et t'es dit que ça avait l'air cool. Et peut-être que c'est un mélange des deux. Parfois, on peut se retrouver pris dans le désir mimétique, qui est une idée de René Girard, où l'on désire ce que les autres désirent. Mais on peut utiliser ça pour réfléchir à nos propres désirs. Laisse-moi essayer un moment pour voir s'il y a une connexion. On n'a pas toujours ce profond oui à tout. Mais si tu es juste dans l'automatisme du genre, c'est ce que je suis censé faire, sans jamais te demander pourquoi tu fais ça. Et quelle est la croyance que je vais obtenir de l'autre côté de ça? Alors c'est là que tu peux juste baisser la tête pendant des années et construire un château qui s'avère en fait être une prison. Donc, cela répondrait directement à cette question de savoir quel est l'élément principal ou la chose que j'espérerais pour les gens et dans laquelle j'essaie de les inviter. C'est vraiment juste cette réflexion avec eux-mêmes. Comme, pourquoi est-ce que je fais ce que je fais au départ? D'où viennent ces croyances? Et est-ce qu'elles servent réellement mes besoins et désirs les plus profonds? Et à partir de là, je veux dire, tu sais, je suis vraiment agnostique quant à l'apparence de la vie des gens. Je fais simplement confiance. Voilà le truc. Si tu prends la perspective que tu es fondamentalement entier, qu'il y a en toi un endroit qui possède une joie, un épanouissement, une confiance, une clarté et une connaissance intérieure inhérente, alors ton parcours de développement personnel et même la façon dont tu construis ta vie consistera à retirer les croyances et les schémas qui ont été mis en place pour te dire qui tu devais être afin d'obtenir ces choses. Ce sera un retour vers ce soi profond. Si tu as la croyance fondamentale que tu es intrinsèquement brisé, alors ton chemin consistera à ajouter de nouvelles croyances, émotions et schémas qui créent une version idéale de toi-même. Au fond, t'es brisé et tu dois tout obtenir pour y remédier. D'après mon expérience directe, nous sommes fondamentalement entiers. Je n'ai pas découvert ça d'une manière mystique. Je n'essayais pas d'être spirituel avec ça. Tout reposait sur des principes fondamentaux. J'ai été attentif à mon expérience méditative. J'ai réalisé qu'il y avait en moi un lieu d'observation de mes pensées, émotions et de tout ce qui traversait mon expérience, que je considérais d'ordinaire comme moi-même. Et cela a piqué ma curiosité. Quel est cet endroit et qu'est-ce que ça fait d'y demeurer? Et est-ce qu'il ne se passe rien quand j'y demeure? Est-ce que je me dissous dans une flaque de néant et que rien n'est envoyé? En fait, non, il s'avère qu'on peut vraiment s'y reposer. Et plus tu le fais, plus il y a une confiance innée, plus il y a une connaissance et une clarté innée sur ce qu'il faut faire à un moment donné. Et il y a en fait comme un rythme qui peut guider ta vie. Je suis d'accord avec toi. J'ai d'ailleurs écrit un article sur ce sujet la semaine dernière. Toute l'industrie du développement personnel convainc les gens qu'ils sont cassés et qu'ils doivent ajouter. Il faut que j'ajoute cette tactique, j'ajoute ce principe, j'ajoute n'importe quoi. Mais j'aime vraiment la façon dont tu as formulé ça. Je pense que c'est beaucoup plus sain parce que c'est impossible de... Si tu penses que tu es cassé, je me fiche de combien tu ajoutes.
tu ne te considéreras jamais comme entier. Tu deviendras accro à l'amélioration de soi et au développement personnel. C'est ça le problème. Il n'y a pas de fin. Ta croissance personnelle devient une distraction et ça devient une tentative de ne pas ressentir quelque chose. Et tu peux faire ça pendant des années et tu peux vraiment devenir très bon à ça. Tu peux construire une belle vie sur cette base, mais quand tu te retrouves dans le silence ou quand cette vie est confrontée d'une manière ou d'une autre, tu devras toujours revenir à cet endroit en toi qui a terriblement peur d'être simplement toi-même. Et c'est pourquoi Blaise Pascal, le philosophe, a dit que tous les problèmes de l'humanité viennent de notre incapacité à rester assis tranquillement dans une pièce seule. C'est juste que tant qu'on n'arrive pas à faire ça, on sera motivé par nos blessures les plus profondes. Les parties les plus blessées de nous-mêmes. NetSuite est un partenaire à succès. Maintenant, que réserve l'avenir pour les entreprises? Si vous demandez à 9 experts, vous obtiendrez 10 réponses. Les marchés montent et descendent. Les taux fluctuent. J'aimerais juste que quelqu'un invente une boule de cristal. Plus de 41 000 entreprises ont sécurisé leur avenir avec NetSuite par Oracle, le premier ERP cloud réunissant comptabilité, gestion financière, inventaire et ressources humaines sur une plateforme unique et dynamique. Avec des informations et des prévisions en temps réel, vous regardez vers l'avenir avec des données exploitables. Clôturer vos comptes en quelques jours plutôt qu'en semaines vous permet de moins vous attarder sur le passé et de vous concentrer davantage sur l'avenir. Si j'avais eu besoin de ce produit, je l'aurais utilisé. Que votre entreprise génère des millions ou même des centaines de millions, NetSuite vous aide à répondre aux défis immédiats et à saisir vos plus grandes opportunités. Profitez de l'opportunité de télécharger gratuitement le guide de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour les directeurs financiers. C'est netsuite.com/Scott Clary. Indeed est un partenaire de réussite. Maintenant, disons que vous venez de réaliser que votre entreprise avait besoin d'embaucher quelqu'un rapidement. Comment pouvez-vous trouver des candidats exceptionnels rapidement? C'est facile. Utilisez simplement Indeed. Pour le recrutement, Indeed est la solution idéale. Plus besoin de lutter pour que vos offres d'emploi soient visibles ailleurs. Les offres sponsorisées sur Indeed vous aident à vous démarquer et recruter vite. Grâce aux offres sponsorisées, votre annonce est mise en avant pour les candidats pertinents, vous permettant de trouver plus rapidement les personnes recherchées. Selon les données d'Indeed, les offres sponsorisées publiées directement sur Indeed reçoivent 45% de candidatures en plus que les offres non sponsorisées, ce qui fait une énorme différence. Avec les offres sponsorisées Indeed, pas d'abonnement mensuel ni de contrat à long terme, vous payez uniquement pour les résultats. Il n'est plus nécessaire d'attendre. Accélérez votre recrutement dès maintenant avec Indeed et les auditeurs de cette émission recevront un crédit de 75 $ pour une offre sponsorisée afin de donner plus de visibilité à vos annonces. Rendez-vous sur Indeed.com/Clary maintenant et soutenez notre émission en mentionnant que vous en avez entendu parler ici. Indeed.com/Clary. Conditions générales en vigueur. Indeed suffit pour recruter. Eh bien, j'y ai longuement réfléchi. Et je pense que tu as une grande part de responsabilité. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que la société devient de plus en plus laïque et que nous nous éloignons de la religion traditionnelle. Et à mesure que nous nous éloignons de la religion, les humains héritent. Il y a une raison pour laquelle la religion a été, à un moment de l'histoire, très populaire. Et je veux dire, ce n'est plus le cas. Vous savez, évidemment, la religion est encore très populaire, mais pas autant qu'avant. Les humains ont soif de compréhension, n'est-ce pas? Ils en ont soif. Ils ont soif de communauté. Ils ont envie de faire partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et ils veulent aussi, en quelque sorte, comprendre comment naviguer dans la vie. Et je pense que la religion répondait à beaucoup de ces besoins. Et quand on s'éloigne de la religion pour aller vers une société plus laïque, je pense que les gens se sentent perdus et confus. Je pense qu'ils se disent « je ne sais pas comment traverser les moments les plus difficiles de ma vie ». Et la religion offrait en quelque sorte un livre de règles ou un guide pour cela qui, à mon avis, n'a pas été parfaitement remplacé. Et maintenant, il y a des gens qui se tournent vers le développement personnel, l'astrologie, mais aussi vers la pleine conscience et la méditation. Les gens tentent de comprendre comment naviguer dans la vie. Et je pense que la façon dont tu l'enseignes est très saine, alors que je suis sûr que certains de tes collègues, et tu ne citeras jamais de nom, ce qui est tout à fait normal, mais je pense qu'il y a des gens qui évoluent dans le domaine du développement personnel. Je ne sais même pas si tu te considères comme faisant partie de ce domaine, mais je pense que certaines personnes y évoluent sans vraiment comprendre la responsabilité qu'elles ont.
Et je pense que c'est pour ça que c'est un tel problème avec le développement personnel, parce que l'ajout constant, je pense, pour reprendre ton point de vue, quand toutes ces idées que tu as ajoutées et adoptées, parce que, encore une fois, tu penses que tu es, entre guillemets, cassé, ce que je ne crois pas, mais si tu as ajouté toutes ces idées et qu'un jour elles sont remises en question et que tu n'as pas de communauté, pas de religion, pas de version traditionnelle de Dieu, que tu ne crois pas que tu es suffisant, c'est une pensée très traumatisante à gérer. Et je pense que c'est pour ça qu'on atteint des niveaux de dépression et d'anxiété jamais vus auparavant. Et il y a aussi beaucoup de problèmes dans la société qui viennent du fait que les gens croient qu'ils ne sont pas suffisants et ne savent pas comment explorer le fait qu'ils le sont. Et je pense que c'est ce que tu fais très bien. Et je pense que beaucoup de personnes qui se considèrent comme tes pairs ne le font peut-être pas aussi bien parce qu'ils ne comprennent pas cette responsabilité. Voilà mon avis sur où en sont les gens actuellement dans la société. Mais je trouve que c'est très bien dit. Ça m'intrigue aussi. Comment as-tu eu cette prise de conscience ou peut-être ce sentiment inné de plénitude? C'est une très bonne question. Je pense que lorsque je me suis fait confiance, même si ce n'était pas toujours évident, quand je me suis fait confiance, j'ai toujours constaté que j'ai trouvé la solution. J'ai confiance en moi-même. Je ne veux pas que ça paraisse trop froid, mais j'ai confiance en ma propre compétence. J'ai confiance en ma capacité à gérer les situations, pas dans l'optique où je dois toujours réussir. Mais si quelque chose n'aboutit pas, j'ai confiance en moi. Je sais que je pourrai gérer la prochaine étape et que tout ira bien pour moi. C'est beaucoup de confiance en toi, en la capacité de la vie à te soutenir pendant ces moments de transition. C'est comme si tu te raccrochais vraiment et tu te sens très ancré à quelque chose de plus profond en toi, même si ça ne paraît pas vraiment profond. Et d'après mon expérience, beaucoup de gens n'ont pas ça. Et je pense, vous savez quelque chose, ce qui est intéressant ici pour rendre cela encore plus laïque pour Bridget, il y a un psychologue nommé Richard Schwartz. Il est le fondateur de cette méthode appelée système familiaux interne et il a travaillé avec des personnes ayant subi beaucoup de traumatismes. Et ce qu'il a découvert, par exemple, c'est qu'il pouvait travailler avec quelqu'un qui avait une grave dépendance à l'alcool. Et il s'est retrouvé à dire à un certain moment, comme je veux parler à la partie de toi qui boit, à la partie de toi qui veut boire. Et c'est là qu'il a commencé à voir que, oh, il y a comme des fractales dans notre psychologie qui s'activent pour organiser notre comportement, la façon dont on ressent des émotions et dont on pense, afin de satisfaire certains besoins. Et il a vu cela partout, chez les personnes souffrant de boulimie, chez celles qui se scarifiaient, elles avaient toute une partie qui intervenait et qui presque se faisait passer pour leur propre voix, leur voix de la raison qui leur disait quoi faire. Mais il a aussi découvert, et c'est ce que j'ai trouvé le plus intéressant, qu'à chaque fois qu'il parvenait à amener ses parties à s'adoucir et à relâcher leur emprise, il y avait une sorte de présence derrière tout cela qui était la même pour chaque personne. Tout cela était caractérisé. Il les appelle les 8 C, comme ça. Cet espace avait une clarté, une créativité, un courage et une compassion innée. Quels étaient les autres? Ah, courage. Et j'ai dit, ouais, bref, j'ai trouvé ça tellement intéressant que, tu sais, c'est un psychologue qui fait ce travail, mais il a constaté que lorsque les gens n'étaient pas prisonniers de leur traumatisme, il y avait une cohérence chez toutes les personnes avec qui il travaillait. Il y avait ce genre de lumière sur qui elles étaient. Et pour moi, même d'un point de vue plus spirituel, ça donne vraiment plus de crédit à l'idée qu'il y a peut-être en chacun de nous un endroit plus profond qui peut accueillir notre vie, qui possède une sagesse. Et deuxièmement, cet endroit plus profond est peut-être interconnecté si nous pouvons tous y accéder d'une certaine manière et qu'il possède des qualités similaires et une résonance semblable. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, ils ont
appris à se méfier d'eux-mêmes. Tu sembles avoir beaucoup de confiance en toi. Et j'ai traversé différentes périodes comme ça dans ma vie, mais je pense que mon éducation et mes parents m'ont aussi beaucoup aidé à développer une certaine confiance en moi. Mais pour beaucoup de gens, ils ont appris à se méfier de leurs pensées, de leurs émotions, de leurs sensations. Et au lieu d'utiliser cela pour aller plus en profondeur et vraiment comprendre, oh, peut-être que c'est parce que certaines pensées sur lesquelles j'agissais venaient d'un endroit douloureux en moi, ou peut-être parce que les choses que j'ai faites à un certain moment étaient simplement hors de mon contrôle et elles étaient douloureuses, mais cela ne veut pas dire que j'étais mauvais. Au lieu de s'interroger, ils se disent simplement, je ne peux faire confiance à rien de ce qui se passe en moi, donc je dois juste écouter ce que les autres disent. Quand tu étais encore à l'université, n'est-ce pas? Quand tu as commencé à méditer, tu es passé d'essayer d'impressionner une fille à passer 6 mois en Birmanie. Donc peut-être que pour ceux qui ne connaissent pas ton histoire, explique-nous simplement comment tu as commencé la méditation personnellement, mais aussi j'essaierai finalement de comprendre. Mais je trouve ce que tu as fait en Birmanie et tu as été, je suppose, moine pendant un certain temps, pendant 6 mois. Je veux tout comprendre sur ces pratiques spirituelles qui, tu sais, peuvent nous aider, qui peuvent avoir un impact sur nous. Je suis convaincu que leur qualité de vie, bien qu'il n'ait probablement que peu de biens matériels comparé à l'Américain moyen, est nettement supérieure. C'est mon hypothèse. Bref, parle-nous un peu de la façon dont tu as d'abord, il y a des années évidemment, compris la puissance de la pleine conscience et de la méditation. Je suppose que ça n'a pas fonctionné avec cette fille après ça. Tu as compris. C'est ça. C'est Tout a été super. Mais à l'époque, c'était très douloureux. Et oui, donc je ne me suis pas lancé dans ce travail pour des raisons nobles. J'ai vu la jolie fille marcher dans la rue et je voulais lui parler. Je n'étais pas dans une autre relation, mais oui, c'était ma petite amie à la fac. Et elle était bien plus hippie que moi. Je n'étais pas du tout un hippie. Je pensais que j'allais travailler dans la finance. Et j'avais un stage prévu à Wall Street. J'ai toujours aimé les affaires. Mais il y avait quelque chose de vraiment... Ouais, il y avait quelque chose de très authentique et naturel chez elle qui, je pense, parlait à une partie de moi. Je me disais, c'est une bonne personne et je veux l'impressionner. Alors j'ai commencé à méditer parce qu'elle aimait ça et 2 semaines plus tard, elle m'a quitté. Or que je ne pense pas que ce soit dû à la méditation. Donc il n'y a pas de fin heureuse où tu médites et tu obtiens la fille, mais la fin heureuse différente, c'est que la douleur de cette rupture, parce que c'était très dur, la douleur m'a poussé à prendre la méditation plus au sérieux et parce que c'était la première fois que je voyais que je pouvais vraiment créer un certain soulagement dans mon monde intérieur simplement en me concentrant différemment et je ne savais vraiment pas ce que je faisais à l'époque. Je m'allongeais juste sur le lit de ma chambre universitaire, je posais mes mains sur mon ventre et j'essayais simplement de me concentrer sur ma respiration et de penser inspire, expire, inspire, expire. Et chaque fois que mon esprit s'égarait, je revenais à ça. Mais juste la stabilisation de mon attention, tu vois, c'est vraiment basique. Ce n'est pas, c'est comme les gens font ça en psychologie maintenant. Juste, est-ce que tu peux te concentrer sur une seule chose et en faire une pratique? Cette stabilisation de mon esprit m'a permis de ne pas être autant pris dans le tourment des fluctuations mentales de mes pensées et des fluctuations émotionnelles dans mon corps. Et c'était comme si je prenais du recul par rapport à ça. Et plus je prenais du recul, plus j'étais simplement dans cet espace vaste d'observation. Et cela m'a vraiment captivé. Cela a coïncidé en même temps avec ma première crise du quart de vie où, vous savez, j'étais étudiant en économie et nous avons fait ce voyage à la bourse de New York pour rencontrer ce grand ponte, un gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire. Et tout le monde disait, c'est l'homme que tu veux rencontrer, c'est là où tu veux arriver, voilà à quoi ressemble le succès. Et je me souviens d'y être allé, il a fait un discours et ça m'a littéralement vidé de mon âme. Et tu sais, ce n'est rien contre lui, parce qu'il aurait pu simplement passer une mauvaise journée ou avoir eu une coloscopie avant d'entrer dans la pièce.
je ne dis pas qu'il est malheureux, ni que tous les gens de la finance le sont, mais cette expérience en particulier m'a vraiment poussé à me poser la question, si ce n'est pas ce que vous voulez faire, alors que voulez-vous réellement faire? Et tout revenait à cette question, c'était comme, je veux juste être heureux. Les premières réponses étaient superficielles, comme vouloir gagner de l'argent. Mais la vraie question était, pourquoi vouloir gagner de l'argent? Ensuite, c'est, j'aurai plus de liberté, j'irai en vacances. Et qu'est-ce que ça va changer? Je serai plus détendu. Et qu'est-ce que ça va changer? Alors je serai heureux. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Je veux être marié. Eh bien, pourquoi veux-tu être marié? Comme ça, tu sais, ça me donnera du lien. Et qu'est-ce que ça va changer? Eh bien, ça me rendra plus heureux. Je veux avoir des enfants. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va me donner du sens. Ça va me rendre heureux. Donc, tout se résumait à ça. Et j'étais attentif. J'avais assez d'expérience de vie, genre 21 ans, pour voir que je connaissais plein de gens qui avaient toutes ces choses qui non seulement n'étaient pas heureux, mais dont beaucoup étaient misérables. Des gens divorçaient à tout va, des gens avaient des enfants et en venaient à leur en vouloir, des gens avaient plein d'argent et n'étaient pas du tout épanouis. Et donc, la principale chose que je me reconnais à ce moment-là, c'est que j'avais assez d'humilité pour savoir, pour penser, pour attraper cette pensée qui disait « Eh bien, ce sera différent pour moi ». Genre, je saurai comment être heureux si j'ai de l'argent. Je saurai comment faire fonctionner la relation. C'est comme « Eh bien, vérifie-toi un peu là-dessus, mon gars ». Parce que je suis certain que tous pensaient pareil. Et ça m'a vraiment rendu obsédé par cette idée que je devrais peut-être comprendre ce qu'est le bonheur au fond et essayer de réorganiser ma vie autour de ça. Et à quoi ressemblerait le fait de cultiver un contentement qui ne dépendrait pas autant de variables extérieures. Et c'est ça qui m'a vraiment poussé à aller plus loin sur cette voie. Et je faisais 15 minutes de méditation par jour pendant mes années de junior et de senior à l'université. Et mon esprit, je dormais mieux. J'avais moins de stress. J'avais comme une encre de paix intérieure qui était nouvelle. Et mon esprit, tu sais, avec ma personnalité super type A, je me suis dit, eh bien, tu le fais 15 minutes par jour. Qu'est-ce qui se passerait si tu le faisais 15 heures par jour? Et donc, j'ai trouvé la version rêvée d'un monastère pour les types A, où tu peux juste aller là-bas et faire ça toute la journée. Et c'était en Birmanie, dans un endroit appelé Panditarama, avec un enseignant nommé Sayadaw Pandita, qui était juste connu pour son intransigeance dans sa... Les étudiants devaient travailler avec diligence pour tenter d'atteindre l'illumination, un concept que je ne comprenais pas à l'époque. Je ne m'en préoccupais pas vraiment. Je voulais juste comprendre l'esprit, et je savais que la méditation était un moyen d'y parvenir. Le bouddhisme ne m'intéressait pas. Je ne me souciais ni de porter des robes, ni d'être moine. Je ne me souciais pas de la spiritualité. En fait, la plupart de ces choses me repoussaient. L'idée de devoir faire des révérences, ou tout ce qui semblait mystique, ça ne me plaisait pas du tout. J'ai découvert assez rapidement que le bouddhisme et ce travail sont en fait fondamentalement non mystiques. Tout est basé sur des principes fondamentaux qui consistent simplement à observer la nature de la réalité. C'est comme, d'accord, tout est impermanent. As-tu déjà eu une pensée qui a duré pour toujours? Non. As-tu déjà eu une émotion qui a duré? Non. As-tu déjà eu une sensation? D'accord. Étant donné que toutes ces choses fluctuent, que se passe-t-il quand tu t'accroches à quelque chose qui fluctue? Eh bien, je me mets en colère quand ça disparaît. D'accord. Que se passe-t-il quand tu t'accroches à quelque chose de négatif, quand ça fluctue? Eh bien, ça finit par passer, donc je crée de la tension quand je m'accroche, et ensuite, j'ai encore plus de tension quand ça s'en va. C'est intéressant. Peut-être que la façon dont tu te rapportes à cette expérience conditionne plus la souffrance que le bonheur. Toute la pratique et toute la sagesse qui en découle reposent simplement sur le fait de prêter attention à la réalité de ton expérience et de modifier ta relation à celle-ci en te basant sur les principes fondamentaux. Donc, cela m'a vraiment attiré et je voulais juste faire cela autant que possible. J'avais 22 ans, j'avais le temps de le faire. J'ai reporté 50 000 $ de prêts étudiants, donc je pouvais et je me suis lancé pendant 6 mois. Et la seule raison pour laquelle je suis devenu moine pendant que j'étais là-bas, parce qu'on n'est pas obligé de devenir moine, on peut faire cela en tant que laïc, c'est parce que c'était tellement douloureux physiquement durant les premières semaines, que j'ai senti que j'avais besoin d'un niveau supplémentaire de responsabilité. Et j'ai pensé que si je me rasais la tête, que je me rasais la tête et que je portais des robes,
ça me forcerait vraiment à rester là-bas et à prendre ça plus au sérieux. Et ensuite, j'ai développé un profond respect pour ce que cela signifie de s'ordonner, de porter la robe et de consacrer sa vie à ce travail. Cette retraite silencieuse de 6 mois et demi était une ordination temporaire, sans lecture, écriture, musique, contact avec l'extérieur, ni parole. Vous devez méditer au moins 14 heures par jour, réveil à 3 heures du matin, coucher vers 21 ou 22 heures. 2 repas à 5h30 du matin, à 10h30 du matin, et vous faites une combinaison de méditation assise pendant 1 heure, puis de méditation en marchant, qui consiste à marcher très lentement d'avant en arrière sur environ 3 mètres dans chaque direction, ce qui vous fait un peu ressembler à un zombie. Et si vous allez dans ces endroits et que vous voyez des gens faire ça, votre première réaction, c'est de vous dire « Oh là là, il faut que je parte d'ici, c'est la nuit des morts vivants ». Mais une fois que vous comprenez ce qui se passe, vous voyez que ce que font les gens, c'est qu'ils s'entraînent, ils entraînent leur attention pour pouvoir voir que ce que vous êtes est bien plus profond, bien plus vaste et possède tellement plus de bonheur inhérent que de s'attacher aux pensées, émotions ou sensations fluctuantes qui d'habitude nous dirigent inconsciemment dans notre vie. Quand vous êtes dans ce moment-là et que vous méditez 14 heures par jour et qu'il y a d'autres pères, amis, comoines, je ne sais pas comment vous les appelez, mais d'autres personnes qui... Est-ce qu'ils sont heureux? Y a-t-il de l'épanouissement? Y a-t-il un véritable épanouissement? Je sais que tout le monde essaye d'atteindre l'illumination. Mais qu'en est-il lorsque quelqu'un vit une vie comme ça? Est-ce que c'est vraiment mieux que ce que vit la personne moyenne chaque jour? Je me suis souvent posé cette question moi-même. Par exemple, est-ce que je suis plus heureux maintenant qu'à l'époque où j'étais là-bas? Il n'y a qu'une seule réponse à cette question, et c'est non. Il y avait des états de paix, de bonheur, d'interconnexion, de joie, de légèreté et de liberté que je ne sais pas si je retrouverai un jour à ce degré-là dans cette vie. Cependant, quand j'arrivais à la fin de cette retraite, je me suis demandé plusieurs fois, est-ce que je devrais rester? N'est-ce pas? C'est tellement profond. Je touche à des choses dans mon expérience dont je ne savais même pas qu'elles étaient possibles. Et je pouvais ressentir la noblesse dans la quête d'aller toujours plus loin et puis potentiellement, peut-être, de le partager un jour. Mais quand j'ai posé ma question, est-ce le moment de partir? La réponse était oui. Et quand je me suis posé la question à plusieurs reprises depuis mon retour, il y a environ 13 ans, devrais-je y retourner? La réponse était non. Devrais-je être un renonçant? La réponse était non. J'ai fait des rêves pendant des années où je étais assis dans un monastère en train de méditer et j'avais cette conscience de « Oh, je dois faire une conférence ». Mais j'étais en Birmanie et cela reflétait ce genre de dilemme existentiel dans lequel je me trouvais. Est-ce que je reste ici à méditer ou est-ce que je retourne faire la conférence ou l'atelier, ce qui représentait cette sorte de dichotomie entre deux mondes dans lesquels je vivais, comme le monde du renoncement qui touchait quelque chose de très profond en moi et cet engagement dans le monde réel. Et j'ai lutté avec ça pendant des années. Maintenant, j'ai simplement beaucoup de confiance dans le cours que prend ma vie. Je peux toujours voir la réalité d'être un renonçant, ainsi que la joie et l'accomplissement qui en découleraient. Hein? Et oui, il y a un niveau de paix que tu ressens dans ce travail que tu ne peux tout simplement pas obtenir de la même manière comme devant un ordinateur. Et comme être absorbé par tout ce qu'on fait tout au long de la journée et par le tumulte du quotidien. Donc je sais que c'est vrai, mais ce en quoi j'ai encore plus confiance, c'est cette boussole intérieure qui guide ma vie, qui me dit « Voilà ce qui vient ensuite ». Après vérification approfondie, la réponse est non, je ne devrais pas faire ça. Il y a un certain réconfort à simplement s'abandonner à cela. Mon karma ou mon dharma,
comme on les appelle dans ces traditions, comme une raison d'être plus profonde, ne me donne pas l'impression que je dois être là-bas. En fait, j'ai plutôt l'impression que je dois être plus engagé dans le monde et enseigner ce que je partage. Et donc, il y a une détente et une aisance à sentir que je suis dans ce courant, ce que je ne pense pas que j'aurais si j'étais là-bas, même si d'autres critères sur l'échelle du bonheur seraient améliorés. Alors oui, est-ce que ces personnes sont heureuses, celles qui consacrent leur vie d'une manière que beaucoup d'entre nous ne peuvent même pas comprendre? Cela ne signifie pas que nous devrions le faire pour autant. Je remercie Cornbread Hemp pour son soutien de l'épisode du jour. Les gummies cannabidioles de Cornbread Hemp ont vraiment été un excellent ajout à ma boîte à outils bien-être. Je ne les utilise pas tous les jours, seulement quand je veux me détendre après des semaines particulièrement chargées, mais ils sont parfaits pour ces moments où l'on veut relâcher la pression, retrouver son équilibre et vraiment déconnecter du travail. Ce qui rend les produits de Cornbread Hemp spéciaux, c'est leur utilisation exclusive de fleurs de chanvre biologiques certifiées United States Department of Agriculture. C'est le meilleur moyen d'obtenir une expérience pure et puissante. Pas d'agent de remplissage, pas d'artifice, juste de la pureté à spectre complet dans de délicieuses saveurs de pastèques, de fruits rouges et de pêche. Je les garde dans ma table de nuit pour les moments où j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour me détendre. J'apprécie aussi leur transparence. Chaque lot est testé par un laboratoire tiers, donc vous savez exactement ce que vous obtenez. Ils ont concocté une offre spéciale pour les auditeurs de Success Story, 30% de réduction sur leur première commande. Il vous suffit d'aller sur cornbreadhemp.com success et d'utiliser le code SUCCESS lors du paiement. C'est cornbreadhemp.com success, code SUCCESS pour 30% de réduction sur votre première commande de ces incroyables gummies. Le réseau de podcasts HubSpot, partenaire de Success Story, propose d'autres podcasts que vous adorerez si vous aimez Success Story. L'un de mes préférés, c'est I Digress, animé par mon pote Troy Sandesh. Chaque épisode dure moins de 30 minutes. I Digress aide à éliminer la complexité, les complications et la confusion dans votre entreprise grâce à des cadres et des stratégies pour atteindre un véritable succès évolutif et durable. Si vous êtes un entrepreneur qui construit quelque chose, vous devez écouter I Digress. C'est l'un des podcasts business les plus utiles, croyez-moi. Faites-vous une faveur et écoutez I Digress où que vous trouviez vos podcasts. Donc, nous avons parlé un peu de ce qui se passe une fois que vous êtes capable de recevoir au lieu de réagir. Donc, vous recevez des décisions, vous recevez des choix de vie qui vous servent au mieux et non pas qui servent la peur, le manque ou la volonté de quelqu'un d'autre. Comment équilibrez-vous cela avec l'ambition? Comment faites-vous, parce que pour ceux qui ne comprennent pas, cela semble être deux idées contradictoires, deux idées conflictuelles. L'ambition signifie poursuivre quelque chose de manière agressive. Pour réaliser ses objectifs avec le bon état d'esprit, il faut accomplir les choses en partant du bon endroit. Cela implique d'avoir une approche saine et équilibrée tout en restant déterminé. Oui? Je pense que c'est l'idée la plus difficile à comprendre pour quelqu'un qui a une personnalité de type A. Comment peut-il y avoir une dualité? Comment deux choses peuvent-elles être vraies en même temps? C'est difficile, c'est vraiment très difficile. Et c'est à cause du fait que le monde impose sa volonté, il impose la peur, il impose le statut, il impose toutes les choses qui ne sont en fait pas saines. Donc c'est ce que nous connaissons. Alors comment on fait pour s'échapper de la matrice, n'est-ce pas? Oui, non, j'adore la question. J'y ai beaucoup réfléchi, alors je veux revenir sur une chose que je pense mérite d'être un peu développée. L'idée que les pensées viennent d'un endroit où l'on reçoit et aussi simplement quelles pensées dois-je suivre et lesquelles dois-je laisser partir. Surtout quand on est entrepreneur, je suis sûr que beaucoup de gens qui dirigent des entreprises sont très occupés, entendent ça et se disent « oui ». C'est totalement irréaliste de faire ça avec chaque pensée, de vérifier à chaque fois. Et c'est complètement vrai. C'est irréaliste dans ma propre vie. Je n'arriverai à rien si je... Me poser la question? C'est comme choisir entre du café et du thé, pas comme ressentir l'élan de s'occuper d'un bébé. On s'occupe simplement du bébé. Donc, la plupart de ma vie, je la décrirais comme, tu vois, cette source dont j'ai parlé. Parfois, on creuse et il y a juste un courant.
Et la plupart des pensées qui surgissent dans ce courant arrivent simplement, elles coulent, et je peux me débattre avec elles, et il faut prendre des décisions compliquées. On refait notre site web en ce moment, donc il faut juste plonger dedans et se battre avec les mauvaises herbes, mais il n'y a pas de vérification constante du genre. Est-ce que ça vient d'une connaissance intuitive parce que c'est contenu dans le cadre de l'alignement? Je sais que c'est le travail que je veux faire. Tout cela se déroule comme une extension de l'alignement. Je pense que beaucoup des périodes où nous devons vraiment faire ce discernement plus profond, c'est souvent quand on se heurte à un blocage, quand ce flux s'arrête et qu'en fait, on ne sait pas vraiment d'où prendre la décision en nous. Et parfois, cela peut nous entraîner dans un voyage de plusieurs années où l'on démêle beaucoup de notre psychologie qui agissait par peur. Et d'autres fois, c'est juste quelques minutes où l'on doit vérifier, lâcher prise, faire taire un peu le bruit de notre esprit et se dire « Ah d'accord, ça me semble vraiment plus aligné ». Donc c'est la première chose, moi, juste la reconnaissance que moi, j'ai toujours eu une personnalité de type A. Quand j'avais 5 ans, je prenais des objets partout dans la maison et j'organisais un vide-grenier sur la pelouse devant chez moi pour les enfants du quartier, parce que j'étais fasciné par l'idée qu'on pouvait gagner de l'argent comme ça. En terminale, j'étais connu comme le vendeur de bonbons. J'allais chez Costco, j'achetais pour 300 $ de bonbons et les revendais pour 500 $ le lendemain. J'aimais juste ça. Et c'est pour ça que je pensais que j'allais faire du business. Et puis je me suis lancé dans tout ce travail spirituel. Et ça m'a emmené dans un endroit en moi que je n'avais jamais exploré auparavant, avant que ça ne m'intéresse vraiment aux questions d'accomplissement et de paix. Et il y avait ce désir de construire ma vie à partir de cet endroit, mais j'avais quand même besoin de gagner de l'argent, n'est-ce pas? J'ai choisi de ne pas devenir moine. Donc d'accord, tu ne vas pas être moine. Ça veut dire que tu dois rembourser ses prêts. Si tu veux fonder une famille, tu devras subvenir à ses besoins. Et donc, j'ai dû trouver un moyen pour que cela puisse s'exprimer dans le monde relatif en 3 dimensions. Et cela signifiait, par exemple, créer un site web, avoir corymascara.com, alors que je venais de passer 6 mois à essayer de dépasser toute identité personnelle. Ces choses-là sont de vraies remises en question intérieures. Mon expérience, c'est que l'ambition était toujours là. Elle s'exprimait simplement d'une manière différente. Elle voulait maintenant s'exprimer à travers ce travail et il y avait de l'énergie pour le faire. Je devais tout de même veiller sur moi, tu comprends? Parce que j'ai un cerveau humain et je ne suis pas éclairé, donc en traversant ça et en gagnant plus d'argent, je restais vigilant. Parfois, je confondais l'argent avec le bonheur ou je faisais le travail dans l'optique de vouloir gagner plus d'argent et je me surveillais quand j'étais trop dans le tableau Excel à essayer d'optimiser les chiffres plutôt que d'optimiser le travail lui-même. Donc, mon état d'évolution et tout ça n'est pas encore au-dessus de tout ça. Et la plupart de mes amis qui sont enseignants, qui sont des enseignants très profonds, on traverse tous les mêmes choses, mais il y a maintenant assez de conscience pour vérifier d'où ça vient. Oui, donc c'est ça l'essentiel, c'est juste d'avoir assez de conscience pour ralentir et vérifier. Et parfois, tu ne sais pas. Et c'est souvent ce que j'appelle ces périodes, la salle d'attente spirituelle, où tu ne ressens plus d'énergie pour ce que tu fais et tu ne sais pas encore ce qui est censé venir après. Et ce sont des périodes où tu es en train de mijoter, en train d'essayer de comprendre. C'est comme, ouais, je ne peux plus continuer ce schéma de vouloir plaire aux gens. Je n'ai plus envie de construire quoi que ce soit. Je décrirais ces moments comme des expériences sacrées. Parce que quelque chose en toi se détend et essaie de se reconnecter à un endroit où il y a une énergie naturelle. Et oui, parfois ces étapes arrivent à des moments très inopportuns et où tu ne peux pas vraiment, par exemple, si tu dois gagner de l'argent, tu ne pourras peut-être pas l'honorer pleinement. Donc c'est là que tu dois quand même être présent. Tu dois faire le travail, tu dois te pousser et tu utilises une volonté supplémentaire pour parfois traverser ces périodes. Tu te reposes autant que possible. Mais n'abandonne pas cette chose plus profonde qui émerge parce qu'elle menace une vie que tu as construite sur la peur et le contrôle, car c'est ainsi que tu mettras le dernier clou dans le cercueil de ta paix et de ton épanouissement.
Alors, encore une fois, comment naviguons-nous entre l'ambition et cette exploration et la connexion à la plénitude? Il y a de l'énergie là, au plus profond de toi, bien plus que tu ne le réalises, et il est possible qu'en lâchant des choses que tu faisais pour impressionner les gens ou pour essayer de réparer une blessure non résolue avec ton parent, tes motivations changent. Et c'est là que j'ai une confiance très profonde dans la vie, et je pense toujours que cela vaut la peine d'être suivi, peu importe où cela te mène, parce que cela vient du fait que tu es profondément ancré en toi-même. Tu débutes la méditation pour développer ton attention. Je sais que c'est une question basique, mais venant de quelqu'un qui le fait et l'enseigne professionnellement, j'ai besoin de savoir par où les gens et moi-même devrions commencer avec la méditation. Parce que je peux te dire tout de suite, comme je suis sûr que la plupart des gens qui écoutent cette émission, dès que tu fais une pause, un instant, je peux te garantir que les pensées qui affluent, à moins que je fasse vraiment un effort, ne sont pas des pensées du genre, tu sais, est-ce que je suis en accord avec moi-même? Ce qui m'est arrivé enfant influence encore mes choix aujourd'hui. Les pensées qui me viennent sont toutes les choses que je dois faire et que j'ai repoussées, qui ironiquement ne me servent pas du tout en ce moment. Mais maintenant, je me suis forcé à faire une pause. Donc, toutes les autres angoisses, les stress et toutes les choses qui se sont accumulées au cours des, vous savez, 30, 40 dernières années envahissent maintenant mon esprit. Comment puis-je faire taire mon esprit le but de la méditation pour réfléchir aux pensées qui feront vraiment avancer les choses en termes d'épanouissement, de bonheur et d'alignement? Oui. Donc, de façon intéressante, la première étape consiste à ne pas essayer de faire taire les pensées, parce que c'est comme essayer d'empêcher l'océan de faire des vagues. C'est donc dans la nature de l'esprit. Et pensez-y, même pour n'importe qui, à chaque fois que quelqu'un a essayé de méditer, parmi ceux qui écoutent ceci, ce n'est pas comme si vous vous étiez assis en vous disant « Je vais passer 5 minutes à vraiment penser à toutes les façons dont ma vie peut s'effondrer. Je vais passer 3 minutes à vraiment me critiquer pour être une personne terrible. » Ça surgit simplement, c'est tout. Tu n'as pas demandé à ce que ça surgisse. Tu ne peux pas désigner un seul instant, un seul point d'agentivité où tu aurais choisi que cette pensée surgisse. C'est donc une reconnaissance de la sagesse. Et là où les gens se retrouvent coincés, c'est dans le jugement qu'ils ajoutent par-dessus les pensées qui surgissent. Et c'est là que vous obtenez ces spirales de pensée du genre « Je savais que ça ne marcherait pas pour moi. Je sais que je ne suis pas bon à ça. Je souffre d'un trouble comme le trouble déficitaire de l'attention, le trouble déficitaire de l'attention H ou le trouble obsessionnel compulsif. » Et vous abandonnez complètement la pratique. Donc, si vous considérez la méditation plutôt comme une ouverture, une prairie où vous allez laisser le bétail passer, vous allez laisser les nuages dans le ciel bouger, vous allez laisser les rafales de vent, vous allez laisser les changements de météo, mais vous créez simplement un espace aussi ouvert que possible pour observer tout cela dans un espace ouvert et ancré, cela change complètement les choses et c'est là que je deviens frustré. Chaque fois que, vous savez, classiquement, cela arrive quand quelqu'un va dans un studio de yoga et qu'il est allongé en shavasana à la fin et que le professeur dit « Très bien, asseyez-vous et videz votre esprit ». En réalité, cela a tendance à provoquer de l'anxiété car chacun se retrouve confronté au fait qu'il n'y parvient pas. Donc, et mon temps en Birmanie, n'est-ce pas, c'était plus de 3000 heures de méditation d'affilée. Mon record de temps sans une seule pensée est probablement de 48 secondes. Donc, si tu es assis là et que tu es frustré de penser pendant ta méditation, accorde-toi un peu de répit. Parce que la paix qui va en découler ne viendra pas de l'arrêt des pensées. Elle viendra de la capacité à laisser les pensées aller et venir sans créer toute une histoire émotionnelle autour d'elles. Donc, tout au long de la journée, si quelqu'un commence une pratique, il y a tellement de façons de commencer. Mais disons simplement que vous voulez prendre 10 minutes juste pour explorer l'immobilité et que vous êtes habitué à être en pilote automatique, à pousser, pousser, pousser. La résonance de l'immobilité semble inconfortable. Votre objectif est vraiment de vous dire « Je crée un espace d'immobilité » pour qu'au lieu de réagir à chaque impulsion et envie qui surgit habituellement,
Je vais simplement m'entraîner à observer cela et à détendre mon corps afin de ne pas renforcer ces schémas de réactivité dans mon système. Et avec cela en tête, chaque pensée, chaque envie devient vraiment une opportunité, devient la pratique elle-même. C'est le muscle que vous renforcez parce que vous vous dites, ah oui, la plupart de ces pensées, chaque fois qu'elles surgissent, déclenchent généralement une autre pensée ou un comportement. Alors, qu'est-ce que ça fait d'avoir l'opportunité de travailler avec cette pensée du genre, j'ai vraiment envie d'un biscuit maintenant. C'est comme, ah cool, regarde ça. Il peut y avoir une pensée du genre, je veux ça, et je peux détendre mon corps autour de cette pensée. Je peux juste l'observer. Waouh! Qui observe ça? Est-ce que j'ai pensé à cette envie de biscuit? Non, c'est juste apparu. C'est tellement intéressant. Et il y a comme un observateur de cela. Alors, tu deviens en quelque sorte fasciné et captivé par cette expérience où il y a du contenu qui te traverse. Et il y a un toi plus grand qui englobe tout cela. La conscience de ta douleur, de ta peur et de ton ennui n'est ni douloureuse, ni effrayée, ni ennuyée. Alors, rien que le désir d'apprendre à connaître cet espace en toi t'emmènera très loin sur ce chemin. Et c'est une orientation bien différente que de s'asseoir et de vider son esprit, ce qui est très axé sur un objectif et qui n'arrivera jamais de toute façon. Au lieu de cela, laisse-toi simplement captiver par l'idée qu'il y a quelque chose de plus grand que tes pensées. Et cela peut arriver aussi simplement que, tu sais, si tu veux garder une structure très basique pour ta méditation, c'est juste comme, je vais simplement me donner une seule chose sur laquelle me concentrer, la respiration, peut-être poser une main sur mon ventre. Je ressentirai une inspiration et une expiration. Chaque fois qu'une pensée surgit, je vais l'observer comme si je regardais des nuages passer dans le ciel. Puis, je ramènerai doucement mon attention sur la respiration. Et voyons si je peux faire cela 3 fois de suite. Et si je le fais 3 fois d'affilée, puis je réessayer 3 autres fois. Et si mon esprit se laisse emporter par une pensée, ce qui arrivera toujours, au lieu d'utiliser cela comme prétexte pour me détester encore plus, est-ce que je peux m'en servir comme une occasion de créer plus de légèreté et même de la compassion? Donc, c'est comme si tu entraînais ta relation avec toi-même. Tu es en train de reprogrammer ta relation avec toi-même à chaque instant. Et la plupart d'entre nous, les entrepreneurs de type A ou simplement toute personne qui est un peu orientée vers la réussite dans la vie, on apporte ce conditionnement dans la méditation. On se dit, je vais être le meilleur méditant qui ait jamais existé. Et puis l'esprit s'égare et tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Je suis nul. Alors reconnais que tu ne peux pas te gronder pour atteindre la paix et que tu ne changeras rien comme ça. Alors considère cela comme une occasion d'observer le schéma qui apparaît et peut-être de le remplacer par un autre schéma. Si tu fais ça 10 minutes par jour, eh bien ça commencera à s'infiltrer dans les autres moments de ta journée. Et ça crée vraiment sa propre dynamique. Tu as mentionné l'une des phrases que tu as citées. Si tu veux lâcher prise, tu dois d'abord tomber amoureux de la partie de toi qui s'accroche. Alors explique ce que signifie cette citation. Tu dois tomber amoureux de la partie de toi qui s'accroche. Donc, je pense que ça va un peu plus loin parce que tu comprends maintenant et je suppose que le but de lâcher prise, c'est de ne plus laisser la pensée avoir du pouvoir sur toi. C'est le but, je suppose, tu me diras si je me trompe, mais si je veux lâcher prise, ça veut dire que j'ai observé la pensée de façon passive. Je réalise qu'elle existe. Je comprends que ça ne me sert plus. Peut-être que je dois agir dans une certaine mesure. Mais comment puis-je me détacher de cette pensée et de tout ce qui concerne le fait de tomber amoureux? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, parlons davantage du lâcher-prise dans la vie quotidienne. Et ensuite, j'en parlerai dans la méditation. Beaucoup d'entre nous ont des choses dont ils veulent se libérer, comme une relation passée. Même, par exemple, un critique intérieur. Mon expérience, c'est qu'il y a un paradoxe dans le fait de lâcher prise, un paradoxe sémantique, qui est que vous devez d'abord vous rapprocher de la chose dont vous essayez de vous éloigner. J'utilise souvent le piège à doigts chinois. Je le mets autour de mes doigts pour ceux qui regardent ou écoutent.
Donc, si vous pensez au classique piège à doigts chinois, plus vous tirez, plus il serre fort, et cela peut simplement créer de la frustration. Tirer, 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 ça serre. La seule façon de sortir de ce piège, c'est en rapprochant réellement les doigts. Et en vous rapprochant, cela commence à s'élargir et à créer de l'espace. Donc, les parties de vous qui s'accrochent sont les mêmes. Elles ne veulent pas vous faire de mal. La partie de vous qui a peur de lâcher prise, la partie de vous qui a peur d'avancer, elles ont une intention positive. Il y a peut-être une réalité qu'elles ne veulent pas affronter, une émotion dont elles vous protègent pour ne pas que vous la ressentiez, un fantasme sur ce que la vie pourrait être. Et si elles lâchaient complètement prise et laissaient tomber ce fantasme, tout s'effondrerait et elles pourraient se sentir désespérées. Beaucoup d'entre nous, quand nous voulons lâcher prise, avons un pied sur l'accélérateur. Lâche prise, c'est bon pour toi, tu devrais pouvoir le faire. Et une autre partie qui, inconsciemment, appuie sur le frein, et c'est cette partie qui reste coincée dans le piège à doigts. Alors, où intervient l'amour? Eh bien, la peur est ce qui maintient cette partie de vous coincée. La peur dit, tu ne lâches pas prise, parce qu'alors tu devras ressentir quelque chose d'inconfortable, ou ce rêve que nous avions ne se réalisera pas. Comment adoucir la peur? Eh bien, l'opposé de la résonance de la peur, on pourrait dire que c'est l'amour, du moins l'un des opposés. Et c'est là qu'il faut tomber amoureux de la partie de toi qui s'accroche, pour pouvoir lâcher prise. On veut se rapprocher de cette partie qui s'agrippe et lui demander, enfin, d'abord la reconnaître. C'est comme, « Hey, je te fais confiance. Je sais que tu fais quelque chose de positif ici. Je crois en la bonne intention qui la motive. De quoi essaies-tu de me protéger? Qu'as-tu peur qu'il arrive si nous lâchions prise? Qu'as-tu peur que nous devions ressentir si nous relâchions notre emprise sur cela? » Eh bien, c'est une conversation pleine d'amour. C'est une conversation compatissante. C'est tout le contraire de dire « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pourquoi tu ne peux pas simplement passer à autre chose? » C'est donc ça, se rapprocher. Et l'idée de tomber amoureux, c'est juste une version exagérée de ça, mais c'est devenir intimement connecté aux parties de toi qui dirigent ta vie, mais qui le font peut-être de façon déconnectée ou dépassée. Et généralement, ce sont des parties jeunes qui ont peur que tu perdes la connexion, la sécurité, les compliments, l'amour si tu lâches prise. Donc, on doit se rapprocher d'elles, leur demander quelle est leur intention positive, leur demander ce qu'elles craignent qui arriverait si elles lâchaient prise, puis les rassurer en disant « Hey, ça a du sens. Je comprends. On a maintenant les ressources pour gérer ces émotions. » On n'a plus 13 ans et ça peut être difficile au début, mais on va y arriver. Parfois, tu réalises que je n'ai pas les ressources intérieures nécessaires. Ce serait beaucoup si je devais vraiment tout lâcher et le fait de m'accrocher me protège d'avoir à dénouer quelque chose de trop important que je ne suis en fait pas capable d'affronter le vrai problème. Oui, mais finalement, Oui, finalement, toujours. Je pense que dans le contexte où tu as beaucoup de choses dans ta vie, tu te rends compte que t'accrocher à ton critique intérieur, c'est parce que si tu le lâches, ça va faire remonter toutes ces histoires avec papa et maman, et c'est juste que je n'ai pas le potentiel. Laisse-moi utiliser ça un moment, j'y reviendrai quand j'aurai de l'espace. Parce que parfois, tu dénoues ces choses et tu te rends compte qu'il y a un traumatisme latent qui a besoin de temps pour être traité. Mais l'essentiel, c'est que tu te connectes plus intimement avec toi-même et que tu crées une forme de compagnonnage. Tu n'es plus dans cette expérience où un pied est sur l'accélérateur et l'autre sur le frein. Et donc, dans la méditation, dans ce contexte, cela ne paraît pas aussi important que ça. On parle simplement de lâcher une pensée. Moi, ça me fait juste sourire d'y penser. Quand cette pensée surgit, c'est comme la méditation est tellement ennuyeuse. Pourquoi je fais ça? Au lieu de dire « tu devrais aimer ça », Corey a dit que c'est bon pour toi. La méditation peut sembler un peu ennuyeuse, c'est vrai. On continue? Je ne sais pas trop. Tentons le coup. C'est juste une interaction plus bienveillante. Et rien qu'en faisant ça, tu crées déjà un esprit dans lequel il est plus agréable d'habiter. juste pour les personnes dans le public, encore une fois, qui sont de ce type d'individus très performants, je voudrais juste, si tu peux,
laisser quelques idées ou réflexions supplémentaires ou peut-être des choses auxquelles ils vont être confrontés quand ils vont commencer à suivre ce chemin et à regarder à l'intérieur d'eux-mêmes quelles sont les choses dont ils devraient être conscients juste pour qu'ils ne soient pas surpris ou qu'ils ne soient pas un peu déstabilisés par ce qui se passe quand ils commencent à regarder à l'intérieur et à passer plus de temps seuls avec eux-mêmes. Oui, et une chose que tu vas sûrement remarquer, c'est que ton esprit est probablement très occupé et ça peut souvent être perçu comme un problème, mais j'espère que tu pourras aussi le voir à bien des égards comme le super pouvoir que ça a été pour toi. Même si le monde extérieur que tu as construit repose sur un sentiment de ne pas être assez digne ou sur l'idée que tu dois faire ça pour recevoir des éloges et de l'acceptation, ça reste impressionnant. Et on peut toujours faire une profonde révérence et exprimer de la gratitude envers les parties de nous qui ont pu se manifester et accomplir cela. Pas besoin de jeter le bébé avec l'eau du bain. Lorsque tu constates que ces pensées envahissent ton esprit préoccupé et que tu te dis que c'est vraiment le chaos dans ta tête, c'est là que tu peux juste faire une pause et sourire en te disant « Ouais, voyons ce qu'on veut peut-être adoucir ou changer. » Et aussi, regardons toutes les façons dont cela nous a servi de manière positive. Et peut-être que cela représente un autre chapitre où quelque chose va s'approfondir et où nous allons pouvoir explorer un nouveau fil d'intérêt. Et l'autre chose, c'est que oui, plus tu vas en profondeur dans ce travail, plus tu vas prendre conscience des endroits dans ta vie où tu te sens bloqué, où il y a une certaine difficulté à lâcher prise. Certaines choses seront peut-être faciles et d'autres pourront sembler vraiment importantes. Bon, mon encouragement, c'est toujours d'avoir beaucoup de patience avec toi-même. Je fais ce travail depuis 15 ans maintenant. Et je tombe simplement sur des périodes difficiles, des choses que je traverse avec ma femme, des choses que je traverse intérieurement, qui prennent juste des mois. Et même quand j'étais dans cette situation, on n'en a pas parlé, on gardera ça pour un autre podcast, mais l'histoire de comment j'ai fini par demander ma femme en mariage après 5 ans sans pouvoir discerner si cette décision venait de la vérité ou de la peur. Il y a eu un processus de 5 ans où je ne savais pas vraiment quoi faire, où je me sentais tiré dans une direction puis dans une autre, sans savoir comment discerner tout ça. Mais après ces 5 années à mijoter là-dedans, quelque chose en moi s'est simplement ouvert d'une manière belle et profonde. Et donc, vous allez traverser ces périodes que l'on peut simplement appeler la phase de chrysalide. Vous n'êtes plus la chenille, pas encore le papillon. Et c'est un cliché, c'est banal, mais c'est vrai. Et pendant ces périodes, je vous inviterai vraiment à lâcher prise. La chenille ne sait pas ce qui l'attend. Elle sait simplement que tout ce sur quoi elle comptait auparavant n'est plus là et qu'il y a un dessein plus profond à l'œuvre. Et je pense que lorsque nous nous retrouvons dans ces périodes où nous sommes confrontés à l'inconnu, où nous ne savons pas vraiment quoi suivre ni quelle est la prochaine étape, c'est là qu'il faut simplement s'adoucir, lâcher prise et faire confiance au fait qu'il existe peut-être une intelligence plus profonde qui peut guider cela. Pouvez-vous simplement donner à tous ceux qui vous écoutent pour la première fois un aperçu des moyens de vous contacter, quelques-unes des ressources que vous proposez aux personnes qui souhaitent plonger dans votre univers, apprendre? Je sais que vous enseignez réellement cela pour vivre, surprise. Où les gens devraient-ils aller pour se connecter avec vous? Oui, le meilleur endroit, c'est que la plupart de mes enseignements sont sur Instagram, donc vous pouvez me suivre là-bas à Cory Mascara. Vous savez, 90% de mes enseignements sont gratuits. J'ai aussi une méditation gratuite dans mes stories à la une sur ce profil qui porte sur le développement d'une amitié intérieure. Je pense que cela sera pertinent pour beaucoup de personnes qui écoutent. Et si quelqu'un traverse une grande transition, veut de l'aide pour lâcher prise, sent qu'il a besoin de se reconnecter à cet endroit en lui qui est entier et ne veut plus mener sa vie à partir de la peur, alors j'ai un cours qui s'appelle le cours 30 jours pour un nouveau départ. Et c'est mon programme phare qui va simplement vous accompagner jour après jour avec un court enseignement et une courte méditation pour vraiment vous reconnecter à vous-même et traverser peut-être une période de transition difficile. Vous pouvez le trouver sur mon site web corymascara.com ou sur mon profil Instagram.
Je mettrai tous ces liens dans les notes de l'émission. La dernière question que j'aimerais poser à tout le monde. Tu sais, tu as beaucoup vécu, tu as beaucoup grandi, tu as aussi beaucoup enseigné dans ce podcast. Mais si tu devais rassembler toute la sagesse, peut-être juste une pensée qui te vient à l'esprit aujourd'hui, mais toute la sagesse que tu as apprise au cours de ta vie et que tu voulais transmettre une seule leçon à tes enfants parce que c'était la leçon la plus importante, celle qui est la plus pertinente pour toi en ce moment, quelle serait cette leçon et pourquoi? Il existe une loi énergétique liée à l'abandon. Tu récupères tout ce que tu es prêt à laisser partir. Cela peut varier dans sa forme. Ce n'est peut-être pas ce que ton esprit voulait au départ, mais tu seras comblé dans la mesure où tu es prêt à lâcher prise. Tu toucheras la vie dans la mesure où tu te permets d'être ouvert en toi-même. Merci.